Un petit sondage peut-être avant de commencer la soirée. Qui est-ce qui, dans la salle, connaît le festival Pint of Science ? Ou en a déjà entendu parler ? Entendu parler ça, en fait, normalement, ça va. Si vous êtes inscrit, c'est que vous étiez au courant de quelque chose se tramait. Mais voilà, pour ce qui est du festival Pint of Science, je vais vous le présenter quand même en 3 mots, parce que pour ceux qui ne savent pas, c'est la première année que le festival a lieu à Avignon cette année. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le concept du festival, l'objectif, c'est de démystifier un petit peu la science et de la vulgariser et de la partager avec le plus grand nombre d'entre vous. Et pour cela, on invite les scientifiques dans les bars pour qu'ils puissent répondre à vos questions et satisfaire votre curiosité scientifique ou non d'ailleurs, dans des lieux qui se veulent normalement plutôt conviviaux et pas trop loin de chez vous. Alors, il se trouve que le concept a plu puisque en fait, le festival existe depuis 2014. On est en 2019, c'est la 6e édition du festival. Donc je disais la première à Montpellier. Mais il faut savoir qu'au début, il y avait seulement 3 villes dans lesquelles avait lieu le festival. Et aujourd'hui, en France, il y a 53 villes, soit 370 événements sur les 3 jours, puisque le festival a lieu simultanément dans toutes ces villes en France. Et ça rassemble quand même pas mal de monde. Et il faut savoir que le festival se déroule aussi à l'échelle internationale parce que 24 pays proposent également le festival, ce qui augmente le nombre de villes, évidemment. On passe de 53 villes à 400 villes. Donc bon, quand je dis simultanément, bien, pour ceux qui savent, il y a des décalages horaires, donc c'est presque simultanément. Mais en tout cas, voilà, le festival a lieu sur l'ensemble de la planète. Avant de commencer, parce que j'ai tendance à oublier à la fin, je voulais remercier donc, les partenaires nationaux, Ariane Group et Extia, mais surtout, et c'est principalement ces partenaires-là qu'on veut remercier, donc l'INRA, l'unité éco-développement donc, de l'INRA Avignon, qui d'ailleurs propose la soirée de ce soir. Les intervenants que vous allez entendre ce soir viennent de cette unité principalement. Également la Maison de la Recherche de Avignon Université, le Café des Sciences, l'association Acacia, le Balthazar, qui nous accueille ici ce soir, sans lieu. C'est beaucoup plus compliqué de vous accueillir. La Comédienne également qui est partenaire et aussi Avignon Terre de Création. Et je tiens à certainement pas oublier tous les bénévoles qui sont présents et qui chaque soir œuvrent déjà pour que ça se déroule bien, mais qui aussi œuvrent depuis le mois de décembre pour certains pour organiser ces soirées et pour que tout se passe pour le mieux pour vous. Donc un grand merci à vous tous. Donc merci à Célia, merci à Clara, merci en fait j'ai oublié du monde, donc j'espère que vous vous reconnaîtrez en tout cas. Merci à vous. Et puis, je vais laisser la parole à nos chers intervenants qui ont l'air de trépigner en fait derrière moi. Presque. Donc, normalement, vous connaissez le thème de la soirée si vous êtes inscrits. Donc, on va parler d'agro... Ils vont parler, moi pas beaucoup parce que je connais pas très bien le sujet. Je vais faire la curieuse comme vous, d'agroécologie, de la production à la consommation. Pour vous présenter un peu l'organisation de la soirée, on va avoir d'abord 2 interventions. On fera une petite pause pour se ravitailler. On prendra le temps de poser des questions si nécessaire. On organise un petit quiz, donc ouvrez bien vos oreilles pendant les présentations parce que ça peut vous donner des indices pour répondre le plus correctement possible au quiz, parce qu'il y a des lots à gagner à la clé, entre autres des bières de la Comédienne et pas mal de goodies de Pint of Science. On vous donnera un peu plus précisément la liste des lots tout à l'heure. Ensuite, on continuera avec les 2 autres interventions pour ensuite terminer avec les résultats du quiz et le podium, si on peut dire. Donc, j'espère que vous allez passer une bonne soirée et je vais laisser la place à nos intervenants. On commence par Marc. Merci bien. Je vais un peu ajuster parce que je ne voudrais pas être trop bas. Voilà. Je suis plus petite peut-être. Et... c'est bon. Non, ça va. Je te remercie. Donc j'ai en charge d'introduire cette soirée. Vous avez entendu le thème agroécologie. Je ne sais pas si on va prononcer beaucoup le mot, on verra bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais aussi vous parler de notre façon de faire de la recherche. Et on va essayer de vous raconter un peu à travers de 3 présentations, celles qui suivront la mienne.
au travers de 3 présentations. C'est bon, vous entendez au fond? Ok, donc vous allez dans les présentations qui vont suivre, vous aurez des exemples assez précis de nos recherches. Ce que je vais essayer de faire moi en introduction, c'est de poser le contexte, mais aussi de poser un petit peu la manière que nous avons de travailler et les thèmes que nous abordons. Donc cette présentation, ici, ça va être un peu, pour vous, les jalons du chemin qui va de la production d'aliments, autrement dit, peut-être chez vous dans vos jardins, mais principalement chez des agriculteurs, jusqu'à votre assiette, mais aussi de votre assiette jusqu'à la production, parce que votre façon de consommer, votre façon d'acheter, vos choix, ce n'est pas sans effet sur la production agricole, et donc ce n'est pas sans effet non plus sur les paysages que vous voyez autour de vous. Alors, comment nous travaillons? Je ne sais pas quelle image vous avez de la science, mais en tout cas, vous ne verrez pas dans nos laboratoires ni des éprouvettes, ni des microscopes, ni des portes et des sas pour contrôler les accès. On ne travaille pas sur des OGM. Non, ce qui nous intéresse, nous, c'est d'aller dans les champs, c'est de travailler avec des agriculteurs, c'est de travailler avec les acteurs de ces systèmes alimentaires, avec, bref, tous les gens qui interviennent entre production et consommation. Et donc, vous aussi, vous faites partie de ces gens qui nous intéressent et avec qui nous interagissons dans nos travaux de recherche. Cette posture, c'est très important pour nous. Ça veut dire qu'on est en prise directe avec le monde réel, on n'est pas dans une tour d'ivoire. Alors, à quoi on travaille en faisant ça? Pourquoi est-ce que finalement on a besoin de ces différents acteurs? On a besoin d'interagir avec les personnes qui façonnent la production, les personnes qui façonnent l'offre alimentaire, les personnes qui façonnent l'offre alimentaire en consommant et pas seulement en produisant. Et ça nous renvoie à ce qu'est notre unité de recherche, notre, je vais dire laboratoire pour le coup, qui s'appelle éco-développement. Éco-développement, en fait, c'est 2 mots, c'est un concept qui a été proposé bien avant que développement durable apparaisse. Développement durable, vous connaissez bien, il n'y a pas de doute. Éco-développement, peut-être un peu moins. Nous, dans l'unité, on y est très attachés à éco-développement pour plusieurs raisons. La première des raisons, c'est la décomposition du mot. Éco, d'un côté, c'est le préfixe de écologie, de économie. Vous ne l'entendrez pas, mais c'est aussi le préfixe de l'agronomie, puisque l'agronomie est souvent appelée aussi l'écologie du champ cultivé. Donc, éco, comme finalement les disciplines scientifiques qui s'intéressent aux interactions et au fonctionnement qui arrivent à faire pousser des plantes d'un côté, écologie, agronomie, mais aussi aux liens sociaux et à tout ce qui se joue dans le transfert de la matière qu'est l'aliment, depuis la production jusqu'à la consommation. Et puis, l'autre moitié du mot, c'est développement. Développement au sens de, il faut que ces choses-là qu'on produit, qu'on mange, prennent de l'ampleur, parce qu'il faut nourrir la population qui grandit elle-même, que les agriculteurs vivent, etc. Mais ça va plus loin que ça, parce que éco, si vous remontez dans les racines très lointaines, certains ont peut-être fait du latin, éco, c'est aussi le don du ciel. C'est comme ça qu'on appelait les enfants perdus que les gens abandonnaient devant les églises. Ceux qui s'appellent de Dieu, par exemple, c'est exactement la même chose. Pourquoi éco? Ça voulait dire ex coelis, c'est latus, donner du ciel. Ou blatus, pardon. Et donc, si je redis ça, c'est parce que quand on va travailler dans les champs, quand on travaille avec les agriculteurs, quand on travaille avec les collectivités territoriales qui s'intéressent à formater des offres alimentaires de cantine, par exemple, eh bien, on s'intéresse aussi à toutes ces connaissances qui se construisent dans le monde de l'action, dans le terrain, et que nous, scientifiques, on va essayer de comprendre, de capter, de formaliser, pour pouvoir ensuite les faire diffuser, revenir au développement. Et puis développement, ça cache aussi, pour ceux qui ont fait de la photo argentique, la notion de révéler ce qui est invisible. Donc vous voyez, dans l'éco-développement, on a à la fois le travail sur la production, comment elle se forge, comment elle se développe, comment elle arrive jusqu'à l'assiette, mais il y a aussi cette notion d'aller chercher dans la vie de tous les jours, dans le fonctionnement des systèmes, dans le fonctionnement des gens, dans leurs pratiques, des connaissances qui sont là, qui ne sont pas visibles. Et ça forme une des postures de notre travail de recherche. La deuxième chose importante dans nos travaux de recherche qu'il faut garder en tête, c'est que pour arriver à faire ça, je vous dis, on travaille avec des agriculteurs, on travaille avec des collectivités, c'est donc qu'on est aussi dans l'action. Donc on est à la fois en train d'observer des dynamiques, comment est-ce qu'un plan alimentaire se construit,
comment est-ce que les agriculteurs font pour lutter contre les maladies et produire des plantes et de l'aliment. Mais on est aussi acteurs de leur façon d'agir, acteurs de la transformation de leur façon d'agir. C'est-à-dire qu'on les accompagne, qu'on est avec eux à formaliser ces connaissances pour leur proposer de nouvelles manières d'agir, de nouvelles manières de protéger ou de faire pousser leurs plantes. Alors on ne se prend pas pour des agriculteurs. Vous êtes un peu loin, vous n'arrivez sans doute pas à lire la petite image, mais la petite fille qui dit « coucou copine » à sa petite abeille, s'entend répondre par l'abeille, elle ne va quand même pas me faire croire qu'elle est une abeille elle aussi. Donc voilà, on n'est quand même pas niais, on sait qu'on est des scientifiques, on arrive avec notre bagage de scientifiques, on arrive avec nos habitudes et nos formalisations des connaissances, de la manière d'observer les choses, mais en même temps, on travaille à faire progresser les connaissances des agriculteurs, les connaissances des gens qui sont dans le formatage des systèmes alimentaires. Voilà, donc une posture de recherche qui est à la fois dans l'action et dans l'observation, les deux à la fois. Alors évidemment, c'est un peu schizophrène, il faut jongler, mais ça fait partie de nos méthodes de recherche, et c'est la raison pour laquelle on est profondément ancré dans les systèmes et avec les acteurs des systèmes sur lesquels on travaille. Je me suis un peu perdu. Voilà. Donc ce qui va suivre, dans les présentations qui vont vous suivre, vous allez avoir un aperçu des travaux qu'on mène sur cet ensemble-là. Une première présentation par Mireille, puis ensuite par Yann qui part de la production et qui essaye de dépasser la simple échelle, l'échelle simple du champ, de la parcelle. Et on finira avec Martina par des travaux qui s'intéressent beaucoup plus à l'échelle du plan alimentaire, donc à une échelle territoriale ou une échelle peut-être même d'organisation sociale beaucoup plus large. Donc vous voyez, dans nos travaux, ce qui nous intéresse, c'est à la fois la transformation et rendre les acteurs autonomes dans ces transformations-là. Autrement dit, on en observe quelques-uns, on ne peut pas observer tout le monde, on en observe quelques-uns, on essaye d'apprendre avec eux un certain nombre de choses, et on propose ensuite des méthodes, des outils, dont on espère que les acteurs de ces systèmes, pas forcément ceux qu'on a observés, pourront les reprendre pour eux, et continuer à agir et à développer, pour le coup, ces transformations dont une partie auront été la source de nos travaux. Ouais. Je suis un peu petite, comme d'habitude. Est-ce que, avant qu'on enchaîne avec la présentation suivante, il y a des personnes qui ont des questions? Parce que c'est le moment de les poser. Je ne vous l'ai peut-être pas assez dit au début de la présentation du festival. C'est le moment pour vous de poser le maximum de questions, d'interrompre les intervenants si jamais il y a un mot que vous ne comprenez pas. Voilà, faut que... Si les chercheurs sont là, c'est aussi pour satisfaire votre curiosité, je leur dis, donc n'hésitez vraiment pas à poser toutes vos questions. Donc maintenant que je vous ai bien foutu la pression vis-à-vis de ça, qui a des questions? Ok. Ah si, Nathan. Attends. Est-ce qu'on m'entend? Bon, je vais le dire à voix haute, c'est pas grave. Ouais. Je reste un petit peu sur la fin justement. Est-ce que tu as un exemple concret où vous avez observé, vous avez proposé quelque chose et qu'ensuite ils ont pris ça en main pour eux? Est-ce que vous avez un exemple concret? On a des exemples concrets. Est-ce que tu sais m'en donner un? Je suis curieux. Voilà. Bon, l'idée c'était que ça venait dans les exposés d'après. Ah ok. Voilà. La dernière diapo, sur cette diapo qui est encore à l'écran, la photo de gauche représente deux agriculteurs qui sont en train d'essayer de simuler... Là, c'est pas de la simulation. Hein. Ils sont en train d'essayer de... Là, c'est coupé, donc je vais parler à côté. C'est bon? Bon. Ils sont en train d'essayer de simuler, enfin de regarder au travers d'un jeu, comment des choix de pratiques agricoles, le choix d'une variété particulière, le choix de mettre des plantes d'espèces différentes au même endroit, c'est-à-dire qu'ils vont planter des tomates et des oignons, par exemple, côte à côte, ou pas. Ça leur permet de développer des réseaux de mycorhizes, en l'occurrence des champignons qui sont symbiotes des racines dans le sol. Et ces champignons-là, ils ont un double rôle par rapport à la plante.
D'une part, ils occupent la place que certains ravageurs pourraient prendre sur la plante, donc ils la protègent, une forme de barrière. Et d'autre part, ils permettent à la racine de décupler le volume qu'elle explore pour aller chercher de l'eau, des minéraux, etc. Voilà. Et donc ce jeu aujourd'hui, il n'est pas repris dans la transformation de systèmes de culture par des agriculteurs, mais il est réutilisé par la formation agricole pour former des jeunes dans des BTA, donc de futurs. Et c'est un jeu qu'on a conçu, nous, à Avignon en éco-développement, mais aussi avec une équipe aux Antilles qui était à l'initiative de cette idée-là. Voilà, donc ça c'est un exemple. Et dans ce qui va suivre, ce que Yann et Mireille vont vous raconter, il y aura aussi d'autres exemples de situations qu'on observe ou de situations dans lesquelles on est capable de capter des connaissances nouvelles qui permettent aux gens d'évoluer. Aux gens au sens agriculteurs ou conseillers agricoles qui reprennent ça après dans leur métier. J'ai peut-être raté une phrase, mais là ce que vous avez présenté, c'est ce que les activités d'un certain labo au sein de l'INRA d'Avignon, ou c'est l'INRA d'Avignon global, ou c'est l'INRA française? C'est les activités d'un certain labo de l'INRA d'Avignon. L'INRA, de manière nationale, est composée de ce qu'on appelle des départements, mais qui correspondent à des disciplines différentes. Il y a des départements qui s'occupent uniquement de sélection génétique animale, d'autres de sélection génétique végétale. Notre laboratoire appartient à un département qui est pluridisciplinaire par nature, enfin qui a choisi d'être comme ça, qui s'intéresse au départ au système agraire, donc à une échelle de l'exploitation agricole et un peu plus large, qui s'intéresse aujourd'hui beaucoup à la transformation de l'agriculture, aux transitions agroécologiques. Voilà. L'intérêt de ce département-là, c'est d'avoir des approches qui sont à la fois en sociologie, en économie, en anthropologie, en ergonomie, en agronomie, en écologie. Donc ça nous donne un regard. Par exemple, quand on travaille sur transformer, juste à l'échelle du champ, transformer les pratiques, un agronome ne regarderait a priori que les conséquences agronomiques, c'est-à-dire capacité des plantes à bien pousser, faire des fruits, de beaux fruits, etc. Être dans un département pluridisciplinaire, ça nous permet aussi de nous poser des questions en termes de qu'est-ce que ça veut dire sur la charge de travail dans l'exploitation, comment est-ce qu'il faut la rééquilibrer parce que ce qu'on met en place, ça consomme du temps ou pas. Est-ce que ça a des conséquences sur la manière dont l'agriculteur pourra se mettre en contrat ou pas avec une coopérative, ou est-ce que le fait qu'il est en contrat avec une coopérative, ça l'empêche de prendre certains types de décisions par rapport à d'autres, parce qu'il faut qu'il livre du volume et donc il faut qu'il ait des choix de production qui vont avec la quantité qu'il a contractualisée. Voilà, c'est l'intérêt d'être pluridisciplinaire. Du coup, si je dis ça, c'est parce que ça veut dire qu'il y a d'autres laboratoires, d'autres unités de recherche sur le territoire national de l'INRA qui ont des questionnements assez proches des nôtres. La spécificité à Avignon, c'est le domaine horticole et les fruits et légumes. Il y a des laboratoires sur Paris, par exemple, qui travaillent aussi sur les questions de comment accompagner la conception de systèmes agricoles innovants à l'échelle de l'exploitation, de la parcelle ou du territoire, mais plutôt en grande culture, en céréaliculture. Voilà. Donc on n'est pas les seuls. Notre originalité, c'est fruits et légumes, maraîchage, herboriculture. Et puis l'originalité au sein de l'INRA de ce groupe-là, donc pas nous tout seuls en éco-développement, c'est ce côté interdisciplinaire. Oui. Oui, je voulais vous demander comment ça se passe avec les agriculteurs. Est-ce que c'est vous qui allez les voir? Est-ce que c'est eux qui vous adressent la parole pour vous demander l'aide, ou c'est vous qui allez vers eux? Et auquel cas, comment ça se passe en fait? Est-ce qu'ils acceptent cette aide avec joie? Ou au contraire, est-ce que c'est un peu malvenu parce que ça leur prend du temps? Alors, c'est jamais à sens unique, il n'y a pas de schéma unique. Il est certain que ceux qui considèrent que ça leur prend trop de temps, ce n'est pas ceux avec qui on travaille, pour la simple raison que, considérant ça, ils ont du mal à accepter qu'on travaille avec eux. Alors, l'origine de la question, elle n'est jamais purement chez les agriculteurs, et jamais purement chez nous. Il y a aussi, entre agriculteurs et nous, chercheurs, tout un échelon intermédiaire de conseillers, de stations d'expérimentation avec qui on est en partenariat, qui connaissent bien les problèmes de terrain,
et puis qui sont parfois capables d'anticiper et de nous dire, à nous chercheurs, ce serait bien que vous travailliez sur tel ou tel problème émergent. Je me souviens que quand j'ai commencé à travailler avec Mireille, pour désinfecter les sols, il y avait un produit chimique, et puis il y avait une réglementation qui se pointait, qui allait éliminer le produit chimique. Les agriculteurs se posaient moyennement la question, ils attendaient un peu d'être au pied du mur. Les stations régionales, les expérimentateurs et donc les conseillers agricoles, eux, ils nous ont poussés à commencer à creuser la question avant que la réglementation arrive. Voilà. Donc ça, c'est une situation où c'est plutôt de notre côté, on est allé chercher des agriculteurs pour travailler avec eux sur la question. Et donc ceux qui sont réceptifs à nos arguments sur la question va arriver, travaillent avec nous. Sur le jeu qui est toujours en photo, là, sur les mycorhizes, c'est l'inverse. Ce sont un groupement d'agriculteurs en Martinique qui avaient d'énormes problèmes de production parce qu'ils n'arrivaient plus à produire de tomates pour des raisons de maladie de sol, qui sont allés chercher des chercheurs en disant « on n'y arrive plus, on a un problème qui est insoluble, il n'y a aucune solution technique ou chimique, comment on fait? Aidez-nous ». Voilà. Donc il n'y a pas de schéma unique, et ça se joue toujours dans ce partenariat. Donc plus on entretient nos liens, plus on entretient notre capacité à travailler avec, et plus on est en capacité à trouver de nouvelles questions qui intéressent les agriculteurs. Du coup, on va peut-être passer à la intervenante suivante, d'ailleurs. Donc, moi, vous ne verrez pas. C'est ça qui est Donc moi je suis Mireille Navarrete, je suis agronome donc dans la même unité et comme la même discipline que Marc. Et on va avoir. Tu fais bien de le dire parce que j'ai pas dit ce que j'étais. On va avoir quelques photos. Avant de démarrer tout à fait, ce que je vais vous présenter en fait, c'est quelques exemples concrets qui nous permettent de produire des modes de production, donc des modes de culture qui soient innovants. Et en particulier, on travaille beaucoup dans le labo à la conception de modes de production qui permettent de limiter l'usage des produits phytosanitaires. Alors d'une part parce qu'il y a de moins en moins de produits phytosanitaires qui sont homologués, et d'autre part parce que vous, comme nous, je pense que vous n'avez pas envie, on a de moins en moins envie de manger des produits avec des risques de résidus de produits phyto. Et donc, en tant qu'agronome, c'est important, enfin c'est une grosse activité des agronomes aujourd'hui, ils ne font pas que ça, mais il y en a quand même beaucoup qui travaillent à essayer de mettre au point des modes de production qui utilisent peu de pesticides, quoi. Et donc, au labo, Marc l'a dit un peu tout à l'heure, mais on travaille essentiellement sur des systèmes soit fruitiers, donc production fruitière, soit production légumière, soit une combinaison des deux. Alors avant de démarrer, de revenir à l'agroécologie, on va commencer par se décaler un petit peu. Donc je pense que ceux du fond ne verront peut-être pas, mais est-ce que ceux du devant peuvent dire ce qu'ils voient? Panneaux solaires. Sur quoi? Sur un porte-container. Ok. Donc c'est un porte-container qui fonctionne à l'énergie solaire. Et ça, c'est quoi? C'est plus compliqué, hein. Plus ça va, plus c'est compliqué, évidemment. Avec le vent. Enfin, dites ce que vous voulez. En fait, je ne sais pas très bien ce que c'est, moi non plus. Dites. Ouais, on est face à un truc, on ne sait pas si c'est un bateau, en fait, ou si c'est quelque chose qui produit de l'énergie. Bon, enfin, a priori, ça fonctionne au vent, quand même. Hein. Enfin, avec l'énergie éolienne. OK. Alors, en fait, pourquoi je fais ce petit détour, là, qui vous paraît un peu bizarre, c'est que ça correspond à deux façons complètement différentes d'innover. Dans le premier cas, on parle d'innovation pas à pas ou innovation incrémentale. Enfin, il y a plein de mots différents. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez tout de suite, quelqu'un a dit c'est un porte-container. Donc vous avez tout de suite vu de quoi ce que c'était comme objet. Vous le connaissez, quoi. Et c'est un porte-container sur lequel on a rajouté un truc différent pour éviter d'utiliser du fioul. Mais tout le monde a tout de suite reconnu, donc c'est quelque chose assez proche des objets qu'on connaît. Et celui de droite, c'est ce qu'on appellerait de l'innovation radicale ou
ou de rupture, oui. Enfin, il y a différents mots. Je crois que j'ai mis de rupture, effectivement, sur la diapo. C'est-à-dire que c'est un objet complètement différent de ce qu'on a essayé de ce qu'il y avait au départ. Et ben, en fait, quand on est agronome, on essaye de faire un peu ça, mais donc sur des champs. Donc, c'est pas tout à fait... C'est un peu moins fun, en fait. Vous allez voir les photos suivantes. Alors là, on est sur de l'innovation pas à pas. En fait, ce que j'ai représenté, c'est une rotation de culture assez classique dans la région pour les maraîchers qui cultivent sous tunnel, donc sous les tunnels plastiques. En général, en hiver, ils ont des cultures, donc on dit des cultures feuilles, de légumes feuilles, donc c'est de la salade souvent. Et puis en été, ils vont avoir soit des tomates, soit des melons. Mais en fait, le problème de cette rotation, qui est donc hyper classique, c'est que c'est une rotation qui favorise un certain nombre de maladies, enfin en fait de ravageurs qui se multiplient dans le sol. Et en fait, toutes ces espèces sont hôtes, c'est-à-dire entretiennent le même ravageur qui est le nématode agale. Alors Yann y reviendra tout à l'heure, mais je prends déjà cet exemple pour montrer que en fait, ça c'est la rotation classique. Et nous, ce qu'on propose en tant qu'agronome là-dessus, c'est de changer un certain nombre de choses. Alors, on va remplacer une culture, donc une culture hôte des nématodes, par une interculture qui va permettre d'avoir une fonction assainissante. Donc, en fait, elle va piéger les nématodes agales et au lieu de les multiplier, on va réduire les populations au lieu de les augmenter. Et puis, l'autre solution, c'est d'utiliser des variétés résistantes. Il y en a quelques-unes quand même. Ou d'utiliser des porte-greffes. Donc en fait, on ne change pas vraiment la rotation de l'agriculteur et vous imaginez qu'un système comme ça, en fait, il va a priori être assez facile à mettre en place par les agriculteurs parce qu'il est assez proche de leur façon de faire. Ils ne sont pas obligés de changer tout le fonctionnement de leur exploitation pour le mettre en place. Alors ça ne veut pas dire que ça se fait facilement pour autant parce qu'il y a des tas de freins, mais c'est quand même assez proche. C'est ça qu'on appelle de l'innovation pas à pas ou incrémentale. Alors nous, notre activité d'agronome, en fait, c'est pas juste changer rajouter un certain nombre de techniques ou enlever des cultures, c'est aussi essayer d'optimiser ça. C'est-à-dire qu'en fait, ces techniques qui sont indiquées là, on va essayer de les optimiser de façon à ce que, par rapport à aux connaissances qu'on a sur le cycle de vie de ce nématode. Donc, par exemple, si on veut mettre une plante assainissante, il faut la mettre au moment où les nématodes, donc, qui sont dans le sol, sont encore bien actifs, bien vivants, et sont capables de rentrer dans la plante, puisqu'en fait, elle va les attirer, ils vont être piégés, et ensuite, ils seront détruits. Si on fait ça en hiver, ou au moment où les nématodes sont bien planqués sous des formes de résistance ou de dormance, ça n'aura aucun effet. Donc voilà, le travail de l'agronome, c'est de connaître le cycle de développement des bioagresseurs, de connaître les conditions d'efficacité de chaque technique et d'essayer de voir comment on combine le tout, à la fois pour optimiser sur un plan écologique, biologique, donc essayer d'avoir le meilleur contrôle possible, mais aussi en tenant compte des contraintes des agriculteurs. Alors le deuxième exemple, là on est sur l'innovation de rupture. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est toujours une parcelle, mais comme vous le voyez, cette parcelle est ronde. Donc, est-ce que vous voyez beaucoup de parcelles rondes ? Enfin, je ne sais pas si vous regardez un peu les champs dans la région. Voilà, une parcelle ronde, c'est pas très classique. Enfin, on en voit dans quelques systèmes, quand il y a des systèmes dans les Landes, par exemple, parce qu'il y a des systèmes d'arrosage qui sont circulaires, mais en général, quand même, les agriculteurs, ils ont des parcelles carrées, rectangulaires, mais voilà. Alors, à quoi ça sert d'avoir une parcelle ronde ? Alors, c'est une innovation de rupture. Là, c'est une parcelle, donc on est en arboriculture. Donc c'est un travail qu'on a, alors qui n'est pas fait spécifiquement dans notre labo, mais on y a contribué. C'est une expérimentation qui est faite à côté de Valence, dans le domaine l'unité expérimentale de Gautron, donc près de Valence. Donc l'idée, en fait, c'est de créer un verger qui soit qui puisse s'auto-gérer, s'auto-contrôler du point de vue des ravageurs. C'est-à-dire que l'idée là, c'est de n'apporter aucun produit pesticide. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a un chiffre qui court quand même régulièrement dans les médias. Un verger de pommes, on traite en moyenne. Vous avez une idée du nombre de traitements sur un verger de pommes ? Vous m'entendez de moins en moins ? Combien de traitements à peu près sur un verger de pommes, à votre avis, par an ? Alors j'entends 15, j'ai entendu... Ouais, en fait, avant on était à 40, on doit être peut-être à 25, 30, voilà. Mais enfin, ça reste beaucoup quand même, en agriculture conventionnelle. Donc Mais pourquoi ? C'est parce qu'en fait, faire des fruits sans traiter, c'est extrêmement compliqué, parce qu'il y a beaucoup de ravageurs.
Donc là, l'idée qu'on a eue, donc les collègues de Gautron et nous, on y a contribué, c'est d'essayer de maximiser en fait toutes les régulations biologiques qu'il peut y avoir, qu'on connaît en fait, qu'on connaît sur un plan théorique. Et là, on les met en œuvre en fait sur une parcelle. Alors pourquoi une parcelle ronde donc? C'est parce qu'en fait, le rond, c'est la surface qui permet de maximiser la surface en minimisant le contour. Donc on sait que les bioagresseurs viennent de l'extérieur. Et donc si on a le moins de zones de contact avec le bioagresseur, c'est comme ça qu'on va en fait réduire le risque d'avoir des bioagresseurs au centre, sur la parcelle. Et tout le tour en fait de la parcelle est constitué d'une haie sur lequel, et c'est une haie qui va avoir alors à la fois un effet barrière physique, pour limiter les entrées de bioagresseurs. Et puis aussi, il y a des espèces qui vont être pièges, qui vont attirer et maintenir à l'extérieur les bioagresseurs. Et puis il y a aussi des plantes qui sont des espèces qui vont favoriser les auxiliaires biologiques. Donc les auxiliaires biologiques, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est en fait des insectes qui n'ont pas d'effet négatif sur les plantes, mais qui par contre vont attaquer les bioagresseurs des cultures. Donc on a intérêt de favoriser ces auxiliaires par des haies. Et donc en fait, il y a toute une combinaison d'espèces sur cette haie pour essayer de maximiser tous ces effets. Et puis au centre, vous voyez qu'il y a une tache bleue, c'est une mare, parce que la mare, elle va aussi avoir un certain nombre de fonctions écologiques. Et tous les cercles concentriques qui sont de couleurs différentes, ça correspond à chaque fois à une espèce et une variété différente. Parce que si on met des variétés différentes, on augmente les chances de ne pas avoir... Enfin, ça permet de réguler, a priori, les bioagresseurs, de réduire les risques, en fait, on va dire, puisque certaines variétés sont plus sensibles à un bioagresseur donné, mais moins à un autre. Et donc, en fait, quand on mélange les variétés, on sait que ça a un effet régulateur. Donc, ce système-là, il est hyper innovant. Pourquoi ? Parce que c'est rond, parce que c'est un mélange d'espèces qui est extrêmement compliqué. Jamais aucun agriculteur ne va accepter de mettre en place ce système, c'est clair. Mais en fait, l'idée, c'est de produire quelque chose complètement, on peut dire déconnant, mais vraiment optimal sur le plan de la régulation écologique, pour voir si ce système marche déjà et voir quels sont ses effets. Le challenge, là, c'est d'essayer d'arriver à produire des pommes sans aucun phyto. On n'est pas du tout sûr d'y arriver. Peut-être qu'on n'arrivera pas à produire de pommes. Bon, on tente. Et c'est clair que si on arrive une fois que les résultats seront obtenus sur ce système-là, il faudra le dégrader dans le sens où il faudra le simplifier, ne récupérer que quelques éléments pour en faire quelque chose qui soit utilisable par les agriculteurs. Alors, pour répondre à la question que vous aviez tout à l'heure, je ne sais plus qui posait la question, donc, est-ce que c'est utilisé par les agriculteurs ? En fait, ça dépend des systèmes sur lesquels on travaille, quoi. Volontairement, on travaille sur une diversité de systèmes, certains qui sont plus faciles à mettre en place par les agriculteurs à court terme, et puis d'autres où c'est des systèmes, là on travaille peut-être pendant 15 ans, 20 ans, mais peut-être que dans 20 ans, on ne pourra plus utiliser de pesticides du tout. Donc ce qui paraît assez déconnant aujourd'hui, il faudra peut-être y venir dans 20 ans ou 30 ans. Donc voilà, la recherche c'est ça aussi, la recherche en agronomie, c'est travailler à la fois pour les problèmes aujourd'hui et puis pour les problèmes de demain. Il y a d'autres disciplines où on travaille plus pour systématiquement, c'est plus de la recherche fondamentale, on travaille plus sur l'avenir en s'intéressant moins aux problématiques d'aujourd'hui. J'avais une question. Oui. Cet exemple de projet circulaire, donc si j'ai bien compris, les agriculteurs ne l'ont jamais testé. Et vous-même à l'INRA, vous avez des terrains, vous faites des tests, comment vous faites ? Donc celui-là, en fait, ça c'est un dessin, mais il est mis en place. Il vient d'être mis en place depuis 1 an ou 2 ans sur le domaine à côté de Valence. Vous avez des parcelles dédiées pour le laboratoire à l'extérieur. Alors nous, éco-développement, notre unité non, on travaille pas on n'a pas de parcelle dédiée. Donc soit on travaille dans des domaines expérimentaux de l'INRA, donc celui-là par exemple qui est un domaine expérimental à Valence. Pour les légumes, c'est plutôt, il y en a un sur Perpignan. Et puis après, on travaille aussi avec des stations expérimentales régionales, donc qui sont financées par la profession agricole. Et on peut aussi travailler chez des agriculteurs, aller expérimenter chez des agriculteurs. Le système précédent, là par exemple, celui-là justement, il n'est pas hyper original, mais c'est aussi, on l'a voulu comme ça pour pouvoir l'expérimenter chez des agriculteurs. Donc en fait, on a un peu toute la gamme des possibles, quoi. La rotation des cultures, il me semble que c'est assez ancien. Moi, je me souviens, mon grand-père, une année, il s'est doublé, une autre,
l'année suivante autre chose. C'est le même principe là, de rotation. Absolument. Le problème, c'est qu'en fait, on a perdu. L'agriculture au départ était basée sur la rotation et sur des systèmes diversifiés. Et, voilà, tout à fait. Et après, avec le développement, en fait, après la Deuxième Guerre mondiale, avec le développement des produits phyto, des engrais, etc., on a perdu le besoin en fait, d'avoir des rotations diversifiées et les exploitations se sont beaucoup spécialisées. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, en maraîchage, par exemple, cette rotation qui est hyper spécialisée, parce qu'en fait, il y a 3 espèces dans la rotation, c'est une dégradation en fait, de systèmes qui, au départ, étaient beaucoup plus diversifiés. Si on regarde le maraîchage dans la région il y a 50 ans, c'était un maraîchage, bon, un peu d'expédition quand même, parce que bon, le melon de Cavaillon, tout ça, il y avait des productions qui partaient beaucoup sur Paris, mais c'était aussi un maraîchage vivrier, enfin, qui visait à alimenter localement les populations locales. Donc, voilà. Donc en fait, on est en train de revenir, pour répondre à votre question, on est en train de réintégrer des principes qui étaient très bien connus des agriculteurs avant, mais qui ont été... Alors, pourquoi ils ne sont plus utilisés ? Parce qu'ils ont perdu... les générations récentes ont perdu ces connaissances-là, parce que les gens n'ont plus appris qu'à conduire un petit nombre de cultures très spécialisées, et aussi parce que les systèmes, les coopératives agricoles ou les expéditeurs qui commercialisent les produits ne veulent plus n'acceptent pas aujourd'hui de légumes très diversifiés. Alors on va y revenir tout à l'heure avec Yann, parce que du coup là ça fait une très bonne transition d'ailleurs, mais moi là j'ai présenté que des exemples à l'échelle de la parcelle, mais en fait on voit très vite que changer des choses à la parcelle, ça ne va que si on tient compte de ce qui se passe sur l'exploitation, mais plus généralement les acteurs qu'il y a autour de l'exploitation, et c'est là qu'on arrive au système agroalimentaire, donc avec y compris les modes de commercialisation, etc. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Le micro fonctionne. Ces techniques de greffage et variétés résistantes, est-ce que c'est quelque chose qu'on utilisait aussi il y a 50 ans ? Bah, tu devrais le savoir, Yann. C'est pas la question. Non mais... Tu fais quoi comme boulot à l'INRA ? Non, donc en fait, voilà. Je vais te répondre, hein, quand même. Bien que je sais que tu as la réponse. Le greffage, le greffage, c'est une technique très ancienne en fait, qui est utilisée depuis très longtemps. Les variétés résistantes aussi, on a utilisé, enfin de longue date, il y a eu de l'amélioration, mais pour la résistance aux nématodes à gales, par exemple, c'est des variétés qui sont relativement récentes. On va dire que sur tomates, ça date il y a 15 ans. Et sur poivron, c'est beaucoup plus récent. Le problème des résistances, en fait, c'est qu'on a très peu de cultures où il y a des gènes de résistance aux nématodes à gales. Donc c'est un levier, mais qui n'est pas utilisable sur beaucoup de cultures. Ouais, je voulais en venir, c'est qu'il y a des choses, des choses qui sont très anciennes qu'on réutilise, mais on le combine aussi avec les nouvelles connaissances. Donc, parce qu'on parle beaucoup dans les médias, souvent qu'en fait on revient en arrière. Non, enfin moi je sais pas. Il y a une partie... on utilise des connaissances et des principes qui étaient connus depuis longtemps et on les combine avec des connaissances nouvelles pour faire avancer l'agriculture et en particulier maintenir des rendements beaucoup plus élevés qu'il y a 50 ans, mais en utilisant moins d'intrants. Et les connaissances nouvelles, donc c'est soit effectivement des techniques nouvelles, par exemple le biocontrôle, donc l'utilisation d'auxiliaires, c'est quand même, bon, ça date il y a plusieurs dizaines d'années, mais c'est quand même une technique qui n'existait pas au départ. Mais ce qui est nouveau aussi, c'est les connaissances. En fait, une meilleure connaissance des cycles de développement des bioagresseurs, c'est ça qui permet d'optimiser tous ces leviers techniques et de les mettre dans le bon ordre et d'avoir un effet cumulatif intéressant, quoi. D'autres questions ? Je suis désolée, mais par rapport au verger circulaire, il n'y a pas de témoin en fait du coup de ce verger-là ? Genre en agriculture conventionnelle, vous avez un autre verger ou pas ? Parce que, il me semblait qu'il fallait toujours qu'il y ait un témoin. Oui, alors c'est une bonne question, ouais. C'est objet de débat parmi les agronomes en fait, d'ailleurs. Tout le monde n'est pas d'accord. Oui, c'est vrai que l'expérimentation classique, on va dire, ça se construit en comparant un traitement, ce qu'on appelle un traitement, qui est une façon de conduire, dans ce cas, une façon de conduire les cultures, et un autre traitement qui sera le témoin.
Et on compare. Donc l'expérimentation classique, ça consiste à comparer une nouvelle façon de produire et une façon de produire témoin. Ça, c'est classiquement, c'est comme ça qu'on apprend à faire, on va dire, de l'agronomie avec des statistiques, etc. Ça, c'est une expérimentation qui est... Alors, une des limites, en fait, de ce type d'expérimentation, là, avec traitement et témoin, c'est qu'en fait, à chaque fois, on ne peut comparer qu'un petit nombre de facteurs. Donc là, on pourrait faire changer, par exemple, la variété, ou donc comparer 2 variétés, ou alors éventuellement... Donc si on compare 2 variétés, une variété témoin et une variété nouvelle, on a besoin de 2 parcelles. Enfin, on coupe la parcelle en 2, d'accord ? Si on veut comparer la variété et puis la densité de plantation, on va avoir la variété 1 avec une faible densité, variété 2 avec forte densité, variété 1 avec faible ou forte densité, variété 2 avec faible ou forte densité. On est déjà à 4, on coupe la parcelle en 4, d'accord ? Et dès qu'on veut combiner en fait plein de leviers techniques, et ben vous voyez bien qu'à chaque fois on divise les parcelles, quoi. Donc il y a un moment, ça c'est ce qu'on appelle l'expérimentation factorielle, mais une grosse limite c'est qu'on ne peut pas tester beaucoup de leviers techniques à la fois. Donc ça c'est une autre façon de procéder, c'est ce qu'on appelle une expérimentation système, où là on cherche la meilleure combinaison de leviers techniques pour atteindre un objectif. Donc là l'objectif, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est essayer d'avoir des fruits sans utiliser de produits phyto. D'accord ? Et donc, alors par rapport, comment on peut conclure ? En fait, il y a différentes. D'abord, on va regarder différentes choses. On va regarder est-ce que ces plants finalement sont effectivement attaqués par des bioagresseurs ? Est-ce que certaines variétés résistent plus ? Est-ce que les rangs à l'intérieur sont moins attaqués que les rangs qui sont à l'extérieur ? Donc, il y aurait un effet de propagation des bioagresseurs vers la parcelle. Ou est-ce que la mare a un effet régulateur sur les maladies ? Donc déjà, dans un système comme ça, on peut regarder plein de choses. Et après, on peut aussi comparer ce système aux parcelles qui sont autour, donc qui ne sont pas en cercle, mais qui vont être en agriculture conventionnelle, et on connaît les rendements, etc. Mais ce n'est pas une comparaison point à point. C'est évident que là, il ne peut pas y avoir... des témoins, il peut y en avoir plein, en fait. Qu'est-ce que ça serait un témoin dans ce cas-là ? Mais du coup, est-ce que c'est pas plus difficile quand on fait une expérimentation en système d'identifier les leviers sur lesquels on peut vraiment jouer et qui ont un fort impact, parce que si le système après doit être simplifié, dégradé pour l'adapter à d'autres, des conditions d'agriculteurs, c'est pas plus difficile d'identifier ce qui fonctionne vraiment quand il y a tous ces facteurs Alors si, bien sûr, c'est très compliqué. On doit même s'interdire on s'interdit d'extraire en fait de ce système un effet donné, c'est-à-dire on ne peut pas dire qu'il y a... tout à l'heure quand j'ai dit on va essayer de faire des comparaisons, en fait ce n'est pas des comparaisons au sens strict et rigoureux, c'est déjà, on essaie de repérer des tendances. Après si on veut vraiment être sûr, on peut faire une analyse, une expérimentation factorielle classique, quoi. Mais c'est vraiment une autre logique. Là la logique c'est essayer de se donner tous les moyens pour réussir, pour atteindre son objectif. Alors qu'en fait dans l'expérimentation factorielle, c'est un peu difficile à expliquer sans support, mais finalement, on se force à comparer des tas de combinaisons de techniques qui n'ont aucun sens. Par exemple, une variété très productive, je ne vais pas reprendre l'exemple des densités parce que c'est un peu compliqué, mais si on prend une variété productive et une autre à faible potentiel de rendement, et on compare avec apport d'azote, apport d'engrais azoté, pas d'apport d'azote azoté. Si on a une variété très productive, on sait qu'il faut apporter de l'azote. Et inversement, si on a une variété très peu productive, on sait que ce n'est pas la peine d'apporter des tonnes d'azote. Donc ça ne sert à rien en fait, de comparer ces modalités, de tester ces modalités-là. On sait d'avance quelle est la réponse, entre guillemets. Donc dans l'analyse factorielle, en fait, il y a plein de combinaisons qui ne servent à rien. Alors finalement, on a 2 façons d'expérimenter qui ont chacune leurs limites. Et entre tout ça, on s'ajuste au mieux. Donc ça montre que en fait, l'agronomie, ce n'est pas une science... Il y a des gens qui disent que ce n'est pas une science dure, moi j'aime pas ce terme, mais c'est pas une science en tout ou rien, quoi. C'est aussi beaucoup d'adaptation des méthodes en fonction de ce qu'on veut étudier, quoi. Et je vais prendre une dernière question avant qu'on fasse une petite pause, enfin s'il y a une dernière question. En fait, j'avais juste une dernière diapo sur les façons... Pardon. Non, mais c'est pas grave. Sur nos façons de travailler, mais je peux y revenir après, il n'y a pas de souci. Alors une dernière diapo... Ouais. Et on fait une petite pause et de toute façon on se garde un temps de questions à la fin. Donc il n'y a pas de souci. Non, c'était juste pour revenir à finalement, parce que vous nous aviez dit
C'est bien de montrer comment vous travaillez. Alors, comment on travaille ? Donc, on ne travaille pas beaucoup avec des bots. On est agronome, mais on n'a pas beaucoup de bots. On n'a pas beaucoup de bêches. On n'a pas de tube à essai dans le labo. Ça s'appelle un labo, mais on ne sait pas pourquoi. On n'a pas de paillasse non plus. Voilà. Enfin, bref. Ce sur quoi on travaille, c'est beaucoup des... En fait, on organise des réunions, des ateliers, ce qu'on appelle des ateliers avec des agriculteurs ou avec des conseillers, ça peut être avec des consommateurs dans certains cas. Enfin voilà, on prend une diversité d'acteurs en fonction du problème à régler. Donc on se réunit, puis on essaye de concevoir ce système. Alors l'exemple que j'ai pris tout à l'heure là celui-là, voilà, ça c'est un travail qu'on a mené avec des agriculteurs et des conseillers, et chacun arrive avec un système de post-it en essayant de changer cette rotation pour essayer de trouver le système qui conviendra le mieux. Donc voilà, on est très consommateur de post-it. C'est une méthode de travail, un outil de travail important pour nous. On travaille avec des modèles quand même de temps en temps, mais pas tout le temps. Et puis de temps en temps, oui, on va au champ quand même pour faire des expérimentations, pour évaluer ce qu'on propose, quoi. Voilà. Et puis là, dans le Méli-Mélo, il y a un peu des mots juste pour dire que donc on travaille avec une diversité d'acteurs, donc d'autres chercheurs, d'autres disciplines. Parce qu'on est agronome et on n'est pas spécialiste ni en pathologie, ni en écologie, on ne peut pas, ni en génétique. Donc on travaille avec d'autres collègues qui, eux, sont hyper pointus sur un domaine précis. Nous, on est un peu des gens qui agencent l'ensemble, quoi, qui conçoivent l'ensemble du système, en s'appuyant donc sur les connaissances des chercheurs, sur les connaissances des agriculteurs, parce que le système là, dont on a parlé en cercle, en fait, on s'est beaucoup aidé... on a été beaucoup aidé par des agriculteurs qui ont déjà mélangé quelques variétés, par des spécialistes de la LPO pour dire comment se baladent les oiseaux dans un agencement, dans un espace, etc. Enfin, donc on mobilise une diversité de compétences. Et puis après, qu'est-ce que j'ai mis Oui, puis les objets sur lesquels on travaille un peu, donc on travaille sur des pratiques culturelles, on travaille sur des bioagresseurs, on travaille sur des connaissances. En fait, on regarde, donc nous on produit des connaissances, mais on travaille aussi avec les connaissances d'autres acteurs, donc des connaissances expertes, des modèles, de l'expérimentation, on en a parlé. Bon voilà, c'est un peu... Je vais juste vous expliquer. Et donc, on est bien sur des démarches de co-conception. Donc, je ne l'ai pas beaucoup utilisé parce que je voulais insister sur autre chose. Mais tout ce travail qu'on fait, très généralement, c'est avec des acteurs, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on dit co-conception. Parce qu'en fait, on pense que c'est important pour notre objectif. On est quand même sur une forme de recherche engagée. On a envie que les pratiques changent, aillent vers plus d'agroécologie, qu'il y ait une vraie transition qui se passe. Et donc, pour nous, ce qui est important, c'est de travailler avec les acteurs. Ça ne veut pas dire qu'on réussit bien à faire changer les choses après. Les choses n'évoluent quand même pas très vite malgré ces techniques, mais bon, voilà. C'est une contribution. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, vous pouvez continuer à poser vos questions à Mireille et à Marc. On va juste faire une petite pause pour re-remplir les bières pour ceux qui en ont besoin. Et puis ensuite faire un petit quiz avant de reprendre les deux autres interventions. On se donne une quinzaine de minutes avant de reprendre. Et pour ceux qui sont adeptes des réseaux sociaux, on a un hashtag Pint19 pour Twitter et Pint of Science FR pour un Facebook et pour Twitter également. Donc n'hésitez pas à communiquer sur les réseaux si vous voulez.